Questions orales, the honourable leader. L'honorable chef de l'opposition. Il y a les gens qui sont irlandais et ceux qui aimeraient bien l'être. Volte-face à l'égard de l'Iran, Monsieur le Président. Mais chez nous, ces volte-face sont encore pires. Le gouvernement libéral nie un reportage de Global qui a 700 agents du régime iranien ici chez nous. Mais hier, ils ont avoué qu'il y a 239 dont les visas ont été retirés, mais seulement un qui a été expulsé. Ça veut dire qu'il y a au moins 238 agents du régime ici au Canada lorsqu'on voit des attaques terroristes contre les synagogues et ailleurs. Est-ce que le Premier ministre va faire une autre volte-face et nous expliquer il y a combien d'agents du gouvernement d'Iran ici menaçant notre population? Le très honorable Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. C'est une situation très sérieuse. Le gouvernement a déjà interdit 10 000 officiers de garde iraniens, premièrement. Deuxièmement, il y a 170 investigations et maintenant, comme le ministre de la Sécurité publique vient de dire, il y a 28 dans un processus de revue intense. The honourable leader of the opposition. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, le Premier ministre a fait 4 volte-face sur l'Iran en 4 jours. C'est une tendance qui se profile. Il a fait également des volte-face pour le pétrole et le gaz. Il a rédigé un livre intitulé « Les valeurs ». Il disait vouloir maintenir 50 des ressources sous terre et voulait augmenter les taxes carbone. Et ensuite, il a fait volte-face. Il a maintenu en place les lois anti-développement. Il a renommé la taxe carbone. Il a mis en place une taxe carbone industrielle qui empêche des projets d'aller de l'avant. Est-ce qu'il fera encore une fois volte-face et renversera les politiques libérales afin que le monde puisse avoir accès à nos ressources à ce moment important? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, on me fait un cadeau aujourd'hui, cette journée du patrimoine irlandais. Le Canada, à des niveaux records, a augmenté ses exportations de pétrole. Sous ce gouvernement, le gouvernement a amélioré et a entamé l'un des principaux projets de gaz naturel liquéfié. Le Canada affiche des bilans records et très positifs en matière de pétrole et de gaz naturel liquéfié. Nous continuons d'avancer et de progresser. L'honorable chef de l'opposition. Mais on n'avance pas, on tourne en rond, on fait du surplace. Il a dit vouloir maintenir 50 de nos ressources pétrolières sous terre. Il a bloqué les pipelines vers la côte Pacifique et aucun projet n'a été approuvé par le Bureau des grands projets. Il tente de s'approprier les projets qui avaient été entamés par Harper. Il voudra même s'approprier le CN. Est-ce que le premier ministre fera encore volte-face? Retirer son appui à la taxe industrielle carbone, aux lois libérales anti-développement et s'écarter afin que nous puissions enfin aller de l'avant avec les grands projets qui aideront les Canadiens. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, tel que mentionné dans mon livre et tel que l'indique la politique de notre gouvernement, nous voulons le moins de risques, le moins d'émissions carbone et les coûts les moins élevés pour le pétrole et le gaz pour assurer notre compétitivité. Voilà ce qui est au cœur des projets de gaz naturel liquéfié, du protocole d'entente avec l'Alberta. Voici ce qui est au cœur de l'entente de Baie du Nord. Voilà comment faire pour faire avancer notre pays, plutôt que de se précipiter au bord du gouffre, comme le fait le parti de l'opposition. Le député de Vernon Lake Country parle un peu trop fort à mon goût. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, le monde ne peut pas utiliser des protocoles d'entente ou des ententes complètement vides de sens dans leur moteur pour faire alimenter leur voiture ou pour faire chauffer leur maison. La ministre des Ressources libérales nous a dit que le Canada fera tout en son pouvoir pour
lutter contre la crise énergétique en misant sur ses réserves. Mais il n'y a absolument rien dans nos réserves. Est-ce que le premier ministre fera volte-face encore et adoptera ma politique pour mettre en place des réserves minérales et pétrolières afin de pouvoir faire de l'offre au monde entier? Le très honorable premier ministre, Monsieur le Président, il y a de nombreuses politiques conservatrices que je n'adopterai pas. Ils sautent à droite et à gauche pour tenter de trouver une circonscription qui les liera. Nous devons avoir et nous voulons avoir le secteur pétrolier le plus concurrentiel au monde. Nos taux d'exportation n'ont jamais été si hauts qu'ils le sont sous la tutelle de ce gouvernement. 5 millions de barils par jour et ces chiffres seront revus à la hausse. Les émissions de carbone et les risques seront toujours très bas. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, parfois c'est trop facile. Aujourd'hui, nous n'avons aucune réserve pétrolière au pays. Nous avons une réserve de sirop d'érable, par contre. Le premier ministre pourrait s'en servir pour ses crêpes au déjeuner, mais il n'y a aucune réserve pétrolière. Nous ne pouvons faire aucune exportation en ce temps de crise. Est-ce qu'il renversera les politiques anti-développement qu'il a lui-même appuyées, qui ont été présentées par l'ancien gouvernement libéral pour nous permettre de miser sur tout notre potentiel de productivité? Le très honorable premier ministre, Monsieur le Président, les réserves pétrolières du G7 fonctionnent ainsi. Si on est importateur, nous devons avoir une réserve pétrolière. Si on est exportateur, comme l'est le Canada sous la tutelle de ce gouvernement, si on affiche un bilan record d'exportation, voilà comment on participe aux exportations. J'appuie tous nos ministres qui travaillent avec nos homologues du G7, travaillent avec les leaders des pays du G7 pour permettre une offre supplémentaire de 400 millions de barils supplémentaires. L'honorable chef de l'opposition. 400 millions de barils de pétrole supplémentaires, d'aller les puiser dans ces réserves stratégiques? Et combien de barils viennent du Canada, en fait? 0. Le prétexte du premier ministre? Pourquoi il n'y a pas de réserve? Eh bien, nous sommes producteurs de pétrole. Voilà pourquoi. C'est le contraire même de la logique. Les États-Unis sont producteurs de pétrole, ils ont des réserves. Nous avons des réserves qui se retrouvent encore sous terre en raison du premier ministre. 500 projets ont été annulés en vertu de ces politiques. Pourquoi est-ce qu'il ne nous permet pas d'avancer pour miser sur notre production énergétique? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, le député d'en face pense avoir bien vu, mais en fait, il n'a rien compris. Sous la tutelle de ce gouvernement, la production n'a jamais été si élevée. Les exportations non plus. Nous approuvons des projets de ressources naturelles. Nous travaillons avec la province de l'Alberta pour produire du pétrole à émissions très faibles et nous travaillons en vue de l'avenir. De Saint-Jean. Monsieur le Président, 85 000 aînés ont des problèmes pour recevoir leur sécurité de vieillesse depuis la mise en place du nouveau système informatique CURAM. Un syndicat de fonctionnaires fédéraux parle même d'un nouveau phénix. Les dépassements de coûts pour l'installation de CURAM avoisinent déjà les 5 milliards de dollars, 10 fois plus que SACLIC, qui a pourtant créé un véritable scandale. Et quand on aborde ces enjeux-là, Mme la ministre, elle nous accuse d'agiter des épouvantails. Est-ce que le premier ministre prend davantage le fiasco CURAM au sérieux que sa ministre? Est-ce qu'il va déclencher une commission d'enquête? Honorable Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. C'est la responsabilité de Service Canada et les faits sont comme cela maintenant. Il y a 7,7 millions de personnes sans problème, ils fonctionnent bien. Et il y a une réduction de 10 000 personnes pendant la dernière semaine de backlog de ces problèmes. Il y a des problèmes, mais c'est la responsabilité de Service Canada de les mettre en œuvre. L'honorable député de Saint-Jean.
Monsieur le Président, Curame, c'est un fiasco sur le plan financier, mais aussi pour des milliers d'aînés pour qui c'est une tragédie sur le plan humain. On a des gens qui doivent s'endetter pour payer leur loyer, l'épicerie, les comptes. Puis le gouvernement continue à défendre sa décision de remplacer un système dépassé par un système qui marche pas. De l'inquiétude et de l'anxiété, c'est ça qu'éprouvent des milliers d'aînés depuis la mise en place de Curame. Est-ce que le gouvernement, et en particulier le premier ministre, va enfin se considérer imputable et prendre la situation au sérieux? Honorable Premier ministre. Monsieur le Président, on prend la situation et toutes les situations sérieuses comme gouvernement, parce que nous sommes le gouvernement. Et les faits, les mots ne sont pas les faits. OK? Ce n'est pas un fiasco financier. Il y a un budget. Le Curame suit le budget. Merci. L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Wow, Monsieur le Président, tout un banquier, 5 milliards en dépassement de coûts. En plus du coût humain pour nos aînés avec Curame, ça devait coûter 1,75 milliard. Et c'est pas fini. On le sait parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. Ça continue de grimper. Et il y a des firmes privées et de consultants qui doivent être morts de rire aujourd'hui en entendant le premier ministre en comptant leur pile de fric. Comme si ce gouvernement-là n'avait pas l'obligation de bien gérer l'argent du monde. Comme si personne n'était imputable. Monsieur le Président, j'aimerais entendre le premier ministre à quand une commission d'enquête publique et indépendante sur le fiasco de Curame. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, c'est curieux. Le gouvernement a déjà offert un brevetage au Bloc. Sans réponse. Il n'y a pas de réponse pour un brevetage. Il y avait des discussions dans les comités. Oui, c'est intéressant ça. Alors, c'est une bonne idée d'avoir une discussion avant une enquête. The honorable member for... Honorable député de Thornhill, pendant des années, les libéraux savent qu'il y a des centaines d'officiels du régime iranien ici au Canada. On a annulé 239 visas et maintenant, on apprend que le gouvernement en a expulsé un seul. Ils disent qu'ils demanderont peut-être l'asile, il n'y a pas de vol vers l'Iran, on doit protéger leur vie privée. Mais il y a des gens qui sont portés disparus et on fait maintenant des enquêtes pour homicide. Pourquoi est-ce que les libéraux protègent les terroristes et quand est-ce que le ministre exigera leur expulsion? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, mettons les choses au clair. Les représentants officiels du CGRI seront expulsés. 28 personnes à l'heure actuelle font l'objet d'enquêtes de renvoi. Nous suivons le processus et leur renvoi aura bel et bien lieu. Mais si le parti de l'opposition veut davantage de renseignements, le chef de l'opposition peut obtenir sa cote de sécurité et nous serons en mesure de lui fournir les renseignements nécessaires afin qu'il puisse nous présenter les faits, la vérité. L'honorable député de Thornhill. Le ministre sait que 700 agents du CGRI se retrouvent ici au pays. C'est ceux que l'on connaît. Le ministre sait que les dissidents sont menacés, que les entreprises de militants sont menacées, font l'objet de fusillades et qu'il y a de l'intimidation. Après 3 ans et demi, les libéraux ont expulsé un seul de ces terroristes. Est-ce que le ministre s'engage à présenter à la Chambre d'ici une semaine un plan pour expulser plus qu'un seul activiste du régime? L'honorable ministre. Monsieur le Président, la SFC travaille d'arrache-pied pour assurer la sécurité de tous les Canadiens, y compris en assurant le renvoi de 28 personnes. Les processus d'enquête sont en cours. Le Canada a identifié le GCRI comme entité terroriste en vertu du droit canadien. L'Iran a été reconnu comme étant un État parrainant le terrorisme. Nous assurons la sécurité du Canadien en renvoyant ceux qui sont inadmissibles de territoire. L'honorable député de Calgary-Nose Hill. Mahdi Naziri était responsable d'un journal de propagande iranienne et a occupé de nombreux postes au sein du régime iranien. Mais les libéraux lui ont permis d'obtenir un visa de voyage et ensuite permis qu'il demeure au pays. Plus tôt aujourd'hui, le ministre prétendait que l'article de Global News était faux, qu'il n'y avait pas 700 agents du régime iranien au Canada. Alors, je pose la question au ministre. Combien d'agents du GCRI comme Mahdi Naziri se trouvent au Canada? L'honorable ministre de la Sécurité publique.
Monsieur le Président, il y a 28 enquêtes qui ont lieu. Des enquêtes qui visent des agents supérieurs du CGRI. La SFC déploie toutes les mesures nécessaires pour assurer leur renvoi. Mais mettons les choses en clair. Nous devons traiter avec les faits. 700 agents du CGRI, ce n'est pas les faits. C'est des faits inventés de toutes pièces par les conservateurs. Je serai ravi de présenter des notes de brefage au chef de l'opposition s'il obtient sa cote de sécurité appropriée. L'honorable député de Calgary-Nose Hill. Ce chiffre a fait l'objet d'un article d'une source journalistique crédible. Le ministre ne répond pas à la question. On nous parle d'un échappatoire qui existe dans la loi canadienne qui permet aux représentants du régime iranien, comme Ali Naziri, de demeurer au Canada. Et les libéraux laissent de tels agents de propagande et agents du régime iranien qui s'en prennent aux femmes de demeurer au pays. La loi doit changer. Est-ce que le ministre serait d'accord à adopter une proposition de gros bon sens des conservateurs, soit de présenter un plan d'ici une semaine pour revoir ces échappatoires et assurer le renvoi de ces agents? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, des projets de loi importants sont à l'étude en Chambre. Le parti de l'opposition fait de l'obstruction, empêche leur adoption. Nous avons besoin de collaboration aujourd'hui pour assurer la sécurité des Canadiens. La SFC travaille d'arrache-pied pour assurer le renvoi de 28 personnes que l'on soupçonne être agents du CGRI. Ils continueront à mener des enquêtes à la lumière des renseignements crédibles qui leur sont envoyés. Nous continuerons d'assurer la sécurité des Canadiens. L'honorable député de Kamloops-Thompson-Nicola. Les Canadiens sont profondément préoccupés par ce qui se passe dans le monde entier. Ces événements peuvent avoir des répercussions ici même au pays. Tel est le cas de la situation en Iran. 6 synagogues à Toronto ont fait l'objet de fusillades. Il y a eu un enlèvement qui fait maintenant l'objet d'un homicide. Un seul représentant du régime iranien a été expulsé. Voici donc ma question. Est-ce que les libéraux sont prêts à présenter un plan d'ici la prochaine semaine pour démontrer aux Canadiens qu'ils sont prêts à traiter de ce problème iranien afin que les Canadiens puissent se promener en toute sécurité dans leur rue? L'honorable ministre de la Justice. Monsieur le Président, mon honorable collègue a soulevé nombre de problèmes dans sa question, notamment la réalité auxquelles sont confrontées de nombreuses communautés pour ce qui est la question des violences contre les communautés de confession religieuse. Les fusillades qui ont eu lieu dans les fusillades sont désolantes et exécrables, mais nous devons agir pour assurer la sécurité de ces communautés, y compris du financement nécessaire pour protéger les institutions de confession religieuse, y compris des efforts législatifs qui permettront de sévir de façon plus sévère contre les crimes, y compris les crimes haineux perpétrés à l'endroit des communautés religieuses. Les députés en Chambre ont la possibilité d'appuyer le projet de loi de lutte contre la haine. Saint-Charles. Monsieur le Président, les libéraux savent depuis des années que des hauts responsables du régime iranien se trouvent au Canada. Pourtant, cette semaine, nous avons appris qu'ils en ont expulsé un seul, alors que 239 visas qui ont été révoqués. De plus, les représentants du gouvernement libéral ont déclaré devant un comité qu'ils ne pouvaient pas expulser les responsables du régime iranien car ils étaient admissibles à demander l'asile et qu'il fallait protéger leur vie privée. Regardez donc ça, hein? Où est le plan pour expulser ces crapules de notre pays? Leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, le ministre de la Sécurité publique vient d'élucider tout ce qu'il fait pour justement assurer que nous enlevons du Canada la possibilité de rester de gens qui sont soupçonnés. Mais j'invite le collègue à appuyer notre projet de loi C9 qui est devant cette Chambre, dans notre plateforme électorale, et si je ne m'abuse, la leur aussi. On s'est engagé de protéger les communautés de foi, les temples, les synagogues, les mosquées au Canada. La législation est devant cette Chambre. Est-ce que le député et ses collègues vont voter en faveur de remplir leur engagement électoral? L'honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, ce qu'on a entendu du ministre de la Sécurité publique aujourd'hui, là, c'est très peu par rapport à ce qu'il y a à faire. Mais aujourd'hui, on a soumis des points précis au gouvernement. Je vous répète ce qu'on demande au gouvernement. On demande d'appliquer d'urgence les ordres d'expulsion des responsables du régime iranien, d'évaluer le niveau de menace terroriste au Canada qui n'a pas été changé depuis 2014, de cesser d'approuver toute demande d'asile sans entrevue en personne.
Le gouvernement disposera dans les prochaines semaines d'un plan. Le gouvernement a 7 jours pour soumettre le plan aux conservateurs. Vont-ils le faire? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, le gouvernement a désigné cette portion-là de la communauté iranienne comme une entité terroriste. Le ministre de la Sécurité publique prend des mesures solennelles afin de répondre à la situation qui est en cours maintenant. Mais je répète ma question à l'honorable collègue. Il s'est engagé, comme moi, comme nous tous, à protéger les communautés de foi au Canada, protéger les centres communautaires, les entreprises juives, les entreprises musulmanes, les temples, les synagogues. Monsieur le Président, est-ce que le député et ses collègues vont répondre oui à ces communautés-là au Canada? L'honorable député de Mirabel. Monsieur le Président, les gens de Terrebonne s'inquiètent des expropriations liées au TGV et ils ont raison. Parce que dans la loi C-15, les libéraux ont affaibli la loi sur les expropriations spécifiquement pour limiter les droits des propriétaires sur le tracé du train. Le maire de Terrebonne exige des vraies consultations. L'UPA de la Naudière craint que nos meilleures terres agricoles soient coupées en deux puis abandonnées. Tout le monde s'inquiète. Pourquoi les libéraux facilitent les expropriations et traitent les Terrebonniens en citoyens de seconde classe au lieu de s'arranger pour gagner de l'acceptabilité sociale? L'honorable ministre des Transports. Monsieur le Président, le projet de train à grande vitesse fait rêver les Canadiens, fait rêver les gens de Terrebonne, fait rêver des communautés entières à travers le Québec, à travers l'Ontario. On va pouvoir changer la donne pour les gens dans ces endroits-là. 40% de la population canadienne, notamment les gens de Terrebonne, Monsieur le Président, on va faire ce projet-là avec respect, dans le respect des normes, avec une acceptabilité sociale, en effet, Monsieur le Président, mais nous allons le faire, le train grande vitesse au Canada. Bravo. L'honorable député de Mirabel. Monsieur le Président, pendant que le ministre rêve, Alto fait rien pour rassurer à Terrebonne. Au contraire, son PDG a confirmé aux médias qu'il y en aurait des expropriations, puis ça fait pas rêver, ça, Monsieur le Président. Mais je le cite, le PDG d'Alto espère que ce ne sera pas le principal outil. Autrement dit, ils vont faire des offres aux Terrebonniens le long du tracé, puis s'ils ne sont pas contents, bien Alto va utiliser les outils donnés par les libéraux pour les exproprier. C'est pas ça du gré à gré, Monsieur le Président. Pourquoi les libéraux n'incluent pas les Terrebonniens dans le projet au lieu de les menacer? L'honorable ministre. Monsieur le Président, les Terrebonniens, les Québécois, les Ontariens, voire même les Canadiens rêvent à cette technologie. On va faire en sorte de bien le faire, de consulter les propriétaires de terrain, de consulter les communautés, les maires, les préfets, les agriculteurs. On va faire ça dans le respect de tout le monde, Monsieur le Président, et on va aboutir. En quoi? En une technologie de pointe qui fait l'envie du monde, qui va changer la donne pour nos communautés et qui va faire rêver les Canadiens, Monsieur le Président. C'est ça, le train grande vitesse. L'honorable député de York Centre. La semaine dernière, 3 synagogues différentes ont été la cible de tirs à Toronto. La guerre à l'étranger se propage dans les rues du pays. Pendant ce temps, des centaines d'agents iraniens opèrent au Canada. Les conservateurs demandent aux libéraux de présenter un plan d'ici une semaine. Plan pour faire appliquer de toute urgence les ordres d'expulsion des fonctionnaires iraniens, perturber les efforts iraniens visant à blanchir de l'argent au Canada et réévaluer la menace terroriste au Canada. Les libéraux présenteront-ils un plan contre le régime iranien au Canada ou est-ce que le Canada demeurera un terrain de jeu pour le GCRI? Le CGRI, plutôt, l'honorable ministre de la Justice. Mon collègue, comme un autre intervenant du Parti de l'opposition, soulève le défi réel de la sécurité dans les communautés qui sont confrontées à des crimes haineux, des efforts d'obstruction, d'empêchement de pratiques religieuses ont lieu. Nous devons assurer la sécurité des Canadiens afin qu'ils puissent profiter des droits et libertés qui sont inscrits dans la Charte, mais qu'ils puissent véritablement vivre au sein de leur communauté. Et ce, en adoptant des nouvelles lois qui lutteront contre les crimes haineux visant les groupes de confession religieuse. Nous avons un projet de loi à l'étude qui permettrait d'atteindre cet objectif. J'espère que les conservateurs l'appuieront. Honorable député de York Centre. Les fusillades dans les synagogues, c'est déjà illégal. Le ministre de la Justice et le premier ministre nous présentent des paroles creuses. Aujourd'hui, les Canadiens ont reconnu
responsable du régime iranien dans une salle de sport. Les conservateurs demandent aux libéraux de présenter un plan dans un délai d'1 semaine pour évaluer la menace de terrorisme au Canada, identifier les lacunes dans notre sécurité nationale et débarrasser notre pays du CGRI. Quand est-ce que les libéraux protégeront enfin les Canadiens et expulseront ceux qui sont liés au régime iranien? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Les niveaux de menaces à la sécurité nationale sont évalués par les forces de l'ordre, y compris la GRC et le SCRS. Ce n'est pas les politiciens qui sont responsables d'évaluer cette menace. C'est une bonne chose. La SFC déploie toutes les mesures nécessaires pour assurer le renvoi des responsables du régime iranien. Il y en a 28 qui ont été identifiés. Les processus d'enquête sont en cours. Nous assurons la sécurité des Canadiens et nous verrons à ce que ceux qui soient inadmissibles des territoires soient expulsés. L'honorable député de Richmond Hill South. Les conflits étrangers n'ont jamais déteint sur nos rues comme ils l'ont fait sous le gouvernement libéral actuel. 3 synagogues distinctes ont été la cible de tirs au cours de la semaine dans la région de Toronto. Un dissident iranien en Colombie-Britannique a disparu. Un activiste iranien à Thornhill a vu sa salle de boxe essuyer 17 coups de feu. Après une manifestation à Richmond Hill, les Canadiens voient que tout cela a lieu dans leur communauté et les libéraux restent les bras croisés. Le gouvernement présentera-t-il un plan contre le régime iranien pour que les Canadiens puissent se sentir en sécurité dans leur propre rue? L'honorable ministre de la Sécurité publique. J'ai eu l'occasion de visiter 2 synagogues qui ont fait l'objet de fusillades la semaine dernière. La situation est profondément déchirante. Leur sentiment de sécurité n'est plus. Le gouvernement agit. Nous avons investi 10 millions de dollars pour assurer la coordination des efforts de sécurité dans les lieux de culte, y compris dans les centres communautaires de la communauté juive, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons également des projets de loi à l'étude à la Chambre, le C9. Les communautés nous demandent d'adopter ce projet de loi et nous demandons au parti de l'opposition de se joindre à nous. Le député de Richmond Hill South. Monsieur le Président, les Canadiens n'ont pas besoin de séances photos, ils ont besoin de résultats. Cette semaine, on a appris qu'il n'y a qu'un seul membre du corps des gardiens qui a été expulsé. Et devant le comité permanent d'immigration, les responsables libéraux nous ont dit qu'ils ne peuvent pas expulser les autres parce qu'il n'y a pas de vol vers l'Iran et qu'ils devaient protéger leur vie privée. Alors, il faudrait mettre fin aux échappatoires, sans prendre au blanchiment d'argent aussi du régime au Canada. Est-ce que le gouvernement va créer le registre des influences étrangères, cesser d'approuver des demandes d'asile sans entretien en personne et enfin expulser les agents du régime qui terrorisent nos quartiers? Le ministre de la Justice. Monsieur le Président, comme il a déjà été dit en Chambre aujourd'hui, les gardiens de la Révolution et les personnes qui y appartiennent sont inadmissibles au Canada et ces personnes seront déclarées inadmissibles et seront expulsées du pays. Mais dans la Chambre des communes, aujourd'hui, on parle de la sécurité des Canadiens et surtout la sécurité des Canadiens juifs qui doivent pouvoir pratiquer leur foi de façon libre. Et il y a un projet de loi qui vise à lutter contre la haine, le projet de loi C9, dont la Chambre est saisie. C'est une occasion pour nous d'offrir une protection pour ces communautés et c'est honteux que le parti d'en face ne veut pas protéger les Canadiens juifs. Le député de Windsor-West. Monsieur le Président, la souveraineté du Canada, ce n'est pas négociable. Les conflits étrangers se répercutent dans nos rues. 3 synagogues ont été prises pour cible la semaine dernière et aujourd'hui, un dissident iranien est porté disparu et la police croit qu'il a été victime d'un homicide. Mais les libéraux, eux, se félicitent d'avoir expulsé un seul agent lié au régime iranien. Il y en a encore plus dans nos rues. La principale priorité d'un gouvernement, c'est de protéger ses citoyens. Et le gouvernement libéral ne le fait pas. Alors pourquoi ne pas proposer un plan d'ici 1 semaine pour s'attaquer aux agents iraniens qui se trouvent ici en sol canadien? La secrétaire d'État à la lutte à la criminalité. Monsieur le Président, nous avons un plan. Voilà pourquoi le corps des gardiens de la Révolution islamique fait partie de la liste des entités terroristes et ça donne aux forces de l'ordre et à l'ASFC les outils nécessaires pour demander des comptes à ces personnes et pour les expulser. L'ASFC travaille sur ces dossiers et expulse ces personnes. Voilà le plan. De plus, nous protégeons nos institutions et nous avons fait une annonce. 10 millions de dollars de plus seront accordés pour assurer la sécurité des communautés religieuses. La députée du Nunavut.
Merci, Monsieur le Président. Je suis fière de me joindre à une équipe qui prend au sérieux les besoins du Nord et qui comprend que son avenir doit être façonné par eux depuis des millénaires et qui va répondre aux besoins immédiats du Nord. La sécurité alimentaire, c'est bien plus que de recevoir des dons. Il faut ajuster le coût de la vie et il faut qu'il y ait une véritable souveraineté. Est-ce que ma collègue, la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, peut dire à la Chambre comment notre gouvernement va au-delà des subventions alimentaires et créer une économie alimentaire qui tient compte des réalités du Nord et pour ceux qui y habitent? La ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique. Monsieur le Président, d'abord, je tiens à souhaiter la bienvenue à la députée du Nunavut de notre côté de la Chambre. Et je veux aussi la remercier car elle défend fermement les intérêts du Nord. Nous savons que l'aide alimentaire ne suffit pas pour résoudre le problème de la sécurité alimentaire dans le Nord. Nous voulons passer d'une subvention alimentaire à une économie alimentaire dans le Nord. Cette année seulement, plus de 200 millions de dollars sont consacrés à l'évolution du programme Nutrition Nord et nous allons renforcer notre engagement par le biais du sommet sur la souveraineté alimentaire à la fin du mois. Et à l'ordre, la députée de Newmarket-Aurora. Il y a beaucoup de nés à Newmarket-Aurora qui m'ont dit qu'ils doivent laisser tomber la retraite et revenir sur le marché du travail parce que ces personnes n'arrivent pas à se nourrir. Cette réalité est appuyée par les données. Une nouvelle enquête de l'Institut national sur le vieillissement a révélé qu'un Canadien sur 5 âgé de plus de 50 ans vit aujourd'hui près du seuil de la pauvreté et ne peut même pas faire face à une urgence imprévue de 500 $. Quand est-ce que le premier ministre va arrêter de punir les aînés et quand est-ce qu'il va supprimer les taxes libérales inflationnistes qui rendent la vie inabordable? Le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, les Canadiens comprennent qu'il y a une guerre à l'international et ils comprennent que notre approvisionnement énergétique et la sécurité nationale sont menacés. Les Canadiens comprennent aussi que nous prenons des mesures pour réduire les pénuries et réduire les prix. Le cours du pétrole bat des records. Les exportations sont en hausse de 100% pour ce qui est du pipeline TMX. Et nous en sommes à pleine capacité. À l'ordre, la députée de Newmarket-Aurora. Monsieur le Président, avec tout le respect que je dois aux députés, au cours de mes études et pendant mes 15 ans dans le domaine de la finance, je dois dire qu'il y a une vérité économique fondamentale qui s'est toujours imposée. Lorsque les coûts augmentent, les prix augmentent. Et lorsque la concurrence est féroce, les prix baissent. Mais nous avons affaire à une crise alimentaire et les libéraux freinent la concurrence tout en imposant des taxes et des réglementations à ceux qui cultivent, transportent et vendent les denrées alimentaires. Quand est-ce que le premier ministre va enfin appliquer ses principes économiques de base, va réduire les taxes et les réglementations afin que le Canadien puisse enfin voir les coûts baisser dans les supermarchés? Le ministre de l'Énergie. Ce que les Canadiens comprennent, c'est que lorsqu'ils ont un emploi bien rémunéré, ils peuvent bien se nourrir. Il y a LNG Canada. Il y a à l'ordre. Personne ne devrait être debout de l'autre côté de la Chambre. Seul le ministre qui a la parole peut répondre. Depuis le début, Monsieur le Président, nous avons, par le biais du Bureau des grands projets, offert aux Canadiens des emplois bien rémunérés et comme ça, ils vont pouvoir se payer l'épicerie. Le député de Chatham-Kent-Leamington. Nos agriculteurs et nos pêcheurs sont punis et tout cela en raison de la taxe sur le carburant et les mesures prises par les libéraux. On a mis fin à une station de recherche et nous avons affaire à l'inflation alimentaire qui bat des records. Maintenant, on peut voir qu'un Canadien sur 5 de plus de 50 ans est aux prises avec une pauvreté abjecte. Alors, pourquoi ne pas s'attarder à ce que le premier ministre peut vraiment faire, c'est-à-dire rendre la vie abordable pour les Canadiens?
La ministre du Changement climatique. Monsieur le Président, je dois le dire encore une fois, les études montrent que les répercussions de la taxe sur la carbone industrielle sur le coût des aliments est nulle. Mais si on veut appuyer les Canadiens, eh bien, le député de Chatham-Kent-Leamington serait intéressé d'apprendre ce que nous faisons pour appuyer la production verte. Ça peut aider les agriculteurs dans sa région. Nous avons des incitatifs fiscaux pour accroître la capacité de la production et ça va aider les Canadiens à lutter contre l'insécurité alimentaire. Et s'agissant des taxes et des impôts, eh bien, nous les avons réduits. Le député de Chatham-Kent-Leamington. Monsieur le Président, je vais vous dire ce que 15 organisations ont dit au comité. La fermeture des centres de recherche en agriculture va faire en sorte que la nourriture ne sera plus aussi abordable et le gouvernement va augmenter sa taxe sur le carburant pour la faire passer à 17 sous le litre et cela va faire en sorte que ça coûtera plus cher pour l'équipement et la production des aliments. Les coûts de production seront à la hausse et ce sera refilé aux consommateurs canadiens à l'épicerie. Ces coûts sont imposés ici au Canada, ce n'est pas un facteur étranger. Alors quand est-ce que les libéraux vont arrêter de hausser les coûts des aliments? Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Monsieur le Président, on ne peut pas continuer sur la même voie en matière de recherche. Alors, j'aimerais vous donner quelques chiffres. Le système de recherche et de développement est de moins en moins diversifié et les investissements publics et la génération de connaissances s'est décru de 15 %. Le secteur privé va chercher ailleurs la recherche et le développement. Et il y a eu une baisse de 30 %. Si, en face, on veut continuer d'aller sur cette voie, alors cela va nous placer dans une position désavantageuse. Le député de Cambridge. Monsieur le Président, un membre de ma circonscription m'a écrit pour me faire part de ce qu'il voit tous les jours. Il y a des aînés fragiles qui se tiennent devant les supermarchés pour demander de l'aide. Et les Canadiens âgés qui font la queue devant les banques alimentaires le font après avoir travaillé toute leur vie. Et d'après un rapport de l'Institut national sur le vieillissement, un Canadien sur 5 âgé de plus de 50 ans vit dans des conditions comparables au seuil de la pauvreté. Beaucoup ne sont pas capables de faire face à une urgence de 500 $. Les libéraux diront-ils vraiment aux familles canadiennes qu'elles doivent baisser leurs standards? Mr. Speaker, Canadians elected a government that they know they can rely La secrétaire d'État. on the social fabric of this country, including supporting our seniors. That's why we introduced Nous avons mis en œuvre. We made the National School Food Program permanent. We launched the Canada Disability Benefit. We ensured Nous avons lancé la prestation pour les aînés et nous avons. tell you what seniors like Dava Houston Je peux vous dire ce que des aînés comme Dada Houston ont dit. Les conservateurs parlent beaucoup du rabais sur l'épicerie. Ils disent que ça n'aide personne, mais c'est faux. Ça aide les gens comme nous avec un revenu fixe. The honourable member for Hastings, Lennox and Addington, Tyendinaga. Un aîné sur 5 n'arrive pas à se loger ou à se nourrir. Les femmes, les locataires et les aînés sont les plus touchés. Ils vivent dans des conditions comparables au seuil de pauvreté. Les libéraux blâment des facteurs externes, mais en fait, nous avons la pire crise d'inflation alimentaire parmi les pays du G7. Et puis maintenant, la taxe sur le carburant va passer à 17 sous. Le premier ministre peut contrôler cela, alors pourquoi ne pas assumer ses torts et revoir ces mesures qui ont haussé le coût de la vie et réduire ainsi le coût de la vie des Canadiens qui vivent dans la pauvreté. Hier, un conservateur a dit que aider les gens, c'est une position idéologique. Alors peut-être qu'ils devraient réfléchir à leur position. Si aller chez le dentiste, c'est idéologique, ou nourrir les enfants à l'école, c'est idéologique, ou réduire les taxes et les impôts, c'est idéologique, ou aider aux frais de garderie, c'est idéologique. Alors moi, je crois que les conservateurs devraient s'écarter du choix. J'imagine que la députée ne me parlait pas directement. Le député de Richmond Centre, Marple. Monsieur le Président, ce qui se passe à l'étranger
peut se produire et nous n'avons pas de contrôle là-dessus, mais nous avons un contrôle sur ce qui se passe ici. Ce sont les aînés qui paient le coût des politiques libérales. D'après l'Institut national sur le vieillissement, un Canadien sur 5 de plus de 50 ans vit sous le seuil de la pauvreté. Et les libéraux empirent encore les choses en haussant la taxe sur le carbone qui hausse le coût des produits essentiels. Alors pourquoi ne pas s'attaquer aux facteurs sur lesquels ils exercent un contrôle plutôt que de rendre la vie inabordable pour les Canadiens, y compris les aînés? Le secrétaire parlementaire, le député a parlé des aînés qui vivent dans la pauvreté dans sa circonscription, mais il y en a aussi dans ma circonscription. On doit le reconnaître et on doit surtout trouver des solutions. Nous avons proposé un plan sérieux pour l'avenir qui vise à aider l'économie en acheminant nos ressources au marché. Et comme je l'ai dit, nous avons un programme qui fait en sorte qu'il y aura davantage de pouvoir d'achat. Nous avons parlé des programmes et, soit dit en passant, ils veulent réduire ces programmes et ces pensions, mais nous voulons des résultats et nous sommes concentrés là-dessus. Monsieur le Président, selon l'Institut national sur le vieillissement, un Canadien sur 5 âgé de plus de 50 ans vit maintenant dans des conditions comparables au seuil de la pauvreté. Pendant ce temps-là, le premier ministre s'entête avec sa taxe sur les carburants dont le coût passera de 7 à 17 cents. Le premier ministre peut-il enfin assumer ses responsabilités, Monsieur le Président, cesser de nier la réalité et éliminer ces taxes qui appauvrissent les Canadiens et les Québécois, Monsieur le Président? Bravo. L'honorable ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Monsieur le Président, il faut que je dise de nouveau, il y a des études qui démontrent clairement que le prix sur la carbone industrielle n'implique pas les prix de la nourriture. Alors, l'impact, c'est zéro. Je veux être très clair pour tout le monde qui écoute. Mais ce que nous faisons, c'est que nous mettons des investissements dans nos producteurs agricoles tout partout au pays pour s'assurer que nous avons de la nourriture, de la bonne nourriture pour tout le monde ici au pays. Exactement. L'honorable député de Bellechasse, les Etchemins-Lévis. 0, Monsieur le Président, c'est leur score. Le Canada affiche la pire inflation alimentaire du G7. De plus, ce gouvernement continue d'augmenter la taxe carbone industrielle sur l'achat, l'acier, l'aluminium, le plastique, l'équipement agricole, ce qui fait grimper les coûts dans toutes les chaînes d'approvisionnement, Monsieur le Président. Quand ce gouvernement abolira-t-il ces taxes sur la nourriture afin que les Canadiens puissent avoir enfin une vie abordable, Monsieur le Président? L'honorable secrétaire d'État à la Nature. Je crois pas qu'on a zéro, Monsieur le Président. Tout ce qu'on fait depuis qu'on est élu, c'est de changer, c'est de donner du pouvoir d'achat aux Canadiens et en particulier aux personnes âgées. Je vais répéter, l'allocation canadienne pour enfants. Effectivement, ça, c'est pas pour les personnes âgées, mais c'est quand même une définition, un gain significatif de pouvoir d'achat. Mais dernièrement, l'allocation canadienne pour l'épicerie, les besoins essentiels, c'est redonner du pouvoir d'achat pour que les gens fassent face à la situation actuelle qui est globale, mondiale. Ça, tout le monde le sait. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Mont-Saint-Bruno-L'Acadie. Monsieur le Président, notre gouvernement travaille pour aider les Canadiens de tout le milieu à trouver un bon lieu pour vivre. Tout récemment, un projet pour aînés a ouvert à Drummondville avec l'appui de plusieurs partenaires. Les ministres du Logement, peux-tu dire à la Chambre ce que ce projet va apporter aux aînés et comment Maison Canada va aider d'autres projets à prendre forme? Merci, Monsieur le Président. L'honorable ministre du Logement et de l'Infrastructure. Merci pour la question. Le projet de Drummondville marque une étape importante pour le logement abordable pour les aînés avec 100 logements maintenant ouverts. Ce nouvel immeuble s'inscrit dans nos efforts pour rendre le logement plus accessible. Il constitue un progrès concret pour répondre aux besoins des aînés de la région. Et j'encourage mes collègues à appuyer la loi Maison Canada pour que nous ayons plus d'outils. Excellent. The honorable member for Riding Mountain. Le député de Riding Mountain. Monsieur le Président, d'après une étude évaluée par des pairs et publiée hier dans une revue scientifique de renommée mondiale, la fermeture d'un site de consommation supervisée de drogue n'avait entraîné aucune augmentation du nombre de décès ni du nombre de visites aux urgences. En fait, après la fermeture du site, les toxicomanes étaient plus enclins à suivre un traitement et les sites de consommation n'existent que
grâce à l'approbation du ministre de la Santé en vertu de la loi fédérale. La ministre va-t-elle admettre que, d'après la science, ces sites ne sont pas une solution à la toxicomanie? La ministre de la Santé. Comme mon collègue le sait déjà, je l'ai répété plusieurs fois, il n'y a pas une seule solution pour résoudre cette crise. Et c'est sûr, il y a différentes recherches qui montrent plusieurs résultats. L'interprétation ne fonctionnait pas. Est-ce que ça c'est revenu? Oh, yeah, for sure, from the top. Est-ce que c'est revenu, l'interprétation? Ça fonctionne? OK, alors, dès le début, s'il vous plaît, pour Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, comme mon collègue le sait déjà, parce que je lui ai dit plusieurs fois, il y a beaucoup d'études différentes qui montrent des résultats différents sur la question des sites de consommation supervisée. Et comme il le sait, il n'y a pas une seule solution autour de cette question. Alors, les sites de consommation supervisée, c'est pour sauver des vies et ceci n'empêche pas les traitements. Nous pouvons faire le tout ensemble. Merci. Le député de Riding Mountain. Monsieur le Président, c'est la première étude au Canada où on utilise des données de santé individuelles et reliables entre elles. Ça veut dire que pour la première fois, nous pouvons voir exactement ce qui est arrivé aux personnes qui ont eu recours à ces sites. Tous les sites de consommation supervisée fonctionnent en vertu d'une exemption accordée par la ministre fédérale de la Santé. Alors, si une étude montre que, en fermant ces sites, les gens vont chercher du traitement et qu'on sauve des vies, alors comment se fait-il que la ministre continue de les approuver? La ministre de la Santé. Elle va savoir que cette ministre-là fait ces exemptions chaque fois que les provinces qui financent ces centres de supervision de consommation supervisée financent ces projets après consultation avec leur propre environnement. Donc moi, je vais vous dire que, comme je l'ai déjà dit, oui, on a ces centres pour sauver des vies, mais aussi on travaille sur les traitements. L'honorable député de Montmorency-Charlevoix. Monsieur le Président, une autre expérience libérale en matière de drogue a échoué. Les libéraux ont promis que les sites d'injection allaient réduire les décès liés aux surdoses. Pourtant, en Colombie-Britannique, on parle d'une augmentation de 400 %. Au Québec, ça a doublé. On parle de 50 000 Canadiens qui sont morts. Maintenant, une étude marquante en Alberta montre que la fermeture d'un centre d'injection n'a pas mené à aucune augmentation des décès. En fait, les gens sont allés chercher plus de traitements. Combien de Canadiens vont devoir mourir avant que les libéraux acceptent et disent que leurs politiques ont échoué à adresser le vrai problème et finalement changer de cap pour travailler sur des approches en prévention? L'honorable ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Ce que mon collègue doit savoir, c'est qu'on peut marcher et manger de la gomme en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en même temps qu'on sauve des vies à travers des centres supervisés de consommation, on peut faire aussi les traitements et on peut aussi travailler en prévention. Et ce que vous devez savoir, c'est que nous travaillons en collaboration avec toutes les provinces pour réduire le taux de consommation chez les personnes. Et d'ailleurs, je vais vous le dire, même si votre étude ne montre pas que c'est tous les chiffres sur les décès, sur les consommations de drogue qui ont baissé au Canada. Donc, juste un petit rappel qu'on doit adresser à la présidence. The honourable member for... Le député de Richmond East, Stevenson. Monsieur le Président, en 2025, le port de Vancouver a enregistré une année record en matière d'exportation, acheminant plus de marchandises canadiennes que jamais vers les marchés mondiaux. C'est une source de fierté pour mes électeurs et ceux qui sont dans ma ville et qui contribuent chaque jour à ce succès par leur travail dans les domaines du commerce, du transport et des opérations portuaires. Est-ce que le ministre du Commerce international peut dire à la Chambre ce que cette année record au port de Vancouver signifie pour les travailleurs canadiens et pour les débouchés commerciaux du Canada? Le ministre du Commerce international. Je connais le député de Richmond Stevenson et il a travaillé très fort pour les travailleurs de sa circonscription. Il y a 100 millions de tonnes qui ont été exportées en Chine, au Japon et ailleurs. Il y a eu une hausse record en 2025 et on ne s'arrêtera pas là. Nous signons un nombre record d'accords commerciaux et nous trouvons donc des débouchés pour nos travailleurs qui fabriquent des produits de calibre international.
Le député de Ponoka-Didsbury. Monsieur le Président, hier, le ministre a essayé de clarifier les règles qui sous-tendent leur programme ridicule de confiscation des armes à feu. À l'origine, le gouvernement ne voulait pas aider les membres des forces armées et on allait jouer sur la période d'amnistie. Mais nous savons que bon nombre des membres des forces armées vont rentrer au Canada. Ils seront considérés comme des criminels en raison de la période d'amnistie. Alors, pourquoi ne pas faire confiance aux membres des forces armées canadiens ici avec des armes, puisqu'ils leur en donnent pour travailler à l'étranger? Le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, je remercie Je remercie tous les Canadiens qui ont participé au programme. Il y a plus de 42 000 armes qui ont été inscrites et tout cela, c'est grâce à des Canadiens qui respectent la loi. La période d'amnistie va expirer le 31 octobre et je vais faire en sorte que les propriétaires vont être compensés comme ils le méritent. La députée de Vancouver-Est, le Premier ministre a dit dans son discours de Davos qu'on vivait dans une illusion. Mais il faut se montrer honnête. Alan Rock et Lloyd Axworthy, d'anciens ministres libéraux, se sont montrés honnêtes. Ils ont dit que le Canada est complice dans le meurtre de civils et appuient le projet de loi C-233. Ils disent que le Parlement doit faire face à un choix très clair, c'est-à-dire maintenir une exemption qui mine la crédibilité du Canada ou adopter une déclaration fondée sur des principes qui représentent très bien nos responsabilités. Alors, pourquoi ne pas revenir à la réalité et appuyer le projet de loi C-233? La ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, le Canada a l'un des régimes d'exportation d'armes les plus stricts au monde et il y a une vérification pour chaque permis émis. Les changements proposés dans le projet de loi décimeraient l'industrie de la défense au Canada, réduiraient notre rôle auprès de l'OTAN et compromettrait notre capacité au sein des forces armées canadiennes. Ce projet de loi ne ferme pas un échappatoire. Cela ouvrirait la voie des vulnérabilités et c'est irresponsable que de proposer ce type de projet de loi. Je souhaite attirer l'attention des députés à la présence de Mme Dara Cleary, ministre de la Protection sociale et du développement des communautés rurales du Gaelic en Irlande.